partie pentest interne. Donc, je vais vous présenter rapidement la différence avec le pentest externe. On va faire une passe rapide sur la connaissance passive parce qu'il y a beaucoup de choses qui se regroupent et ensuite on va passer vraiment à ce qui est propre à l'interne. Les différences avec l'externe pardon, c'est qu'on est sur un périmètre qui est pas exposé sur Internet, donc qui est plus sensible va être plus sensible aux attaques de parties DOS. Il va y avoir des automates, des chaînes de production, il va y avoir des utilisateurs, connectés, donc voilà, on est sur un périmètre qui est complètement différent, qui est pas, exposé aux robots de Shodan, on va dire «aux pirates» entre guillemets, du quotidien. Faire attention de perturber le réseau, donc tout ce qui est man in the middle, c'est à éviter. On va essayer de pas prendre toute la bande passante. On a toujours la possibilité de faire du red team avec du phishing, des instruments physiques, on en a parlé tout à l'heure et on a un type de test qui est intéressant aussi, c'est le test du stagiaire où on va prendre, un PC masterisé, qu'on va venir auditer pour voir si, le poste est chiffré, si, il a bien été, comment dire? Formaté avant et cetera. Reconnaissance passive, donc là l'idée c'est comme pour l'externe, ça va être de générer des word lists d'utilisateurs, heu et des word lists de mots de passe possibles pour, le périmètre audité. C'est-à-dire que si on va s'adresser à un hôpital, on va commencer à générer des word lists, avec des utilisateurs urgences, médecins, et cetera. Les outils qu'on peut utiliser pour générer ces word lists, ça va être Bugor, Cup, Comp, Fuel. Voilà, il y en a d'autres, vous pouvez les faire à la main également, et c'est pertinent. Donc qu'est-ce qui se passe quand on arrive, sur un test interne? Déjà, on est en général chez le client, ça peut être avec un VPN, mais en général, on est chez le client. Heu, Soit on regarde un peu le Wi-Fi, ça peut être pertinent. Il faut savoir que c'est de plus en plus compliqué de passer par le Wi-Fi. En tout cas, de passer, au travers des sécurités comme WPA2, WPA2 et cetera. Et qu'en plus de ça, les méthodes utilisées en général se basent sur l'envoi de requêtes DAuth, donc qui vont venir, perturber le trafic réseau. Heu, de même pour la création de rogue AP, donc c'est des choses qu'on évite. Par contre, on peut s'intéresser au Wi-Fi public ou au Wi-Fi invité. Il se trouve que dernièrement, j'ai réussi à compromettre un domaine, d'un hôpital depuis le Wi-Fi, public, de l'hôpital. C'est toujours intéressant. Les types d'outils à utiliser, c'est pour l'audit Wi-Fi, ça va être, AirTrack-NG, Wi-Fit et BetterCap. Moi, je vous conseille de regarder Wi-Fit, ça fait, entre guillemets «plus ou moins tout automatisé». C'est assez simple d'utilisation. Pour débuter, c'est assez graphique. Ça nécessite pour autant une carte, Wi-Fi en mesure d'envoyer des requêtes DAuth pour un certain type d'attaque. Heu, voilà, je vous laisserai vous renseigner. Donc arrivé sur le réseau, si on passe pas par le Wi-Fi, on va passer par, le réseau LAN, filaire. On va regarder est-ce qu'il y a du filtrage MAC? Est-ce qu'on a du DHCP, du DNS? Est-ce qu'on a des VLAN? En général, bien souvent, on a du DHCP, du DNS et malheureusement, bien souvent, c'est fourni par, un Active Directory qui est domaine contrôleur, donc qui contrôle, le domaine, de l'entreprise. Hem, on va continuer sur une découverte plus ou moins passive avec NetDiscover. Il y en a qui vont utiliser Wireshark, Tshark. L'idée, c'est d'identifier, des plages de réseau. NetDiscover, ça ressemble un peu à ça. Et là, on va pouvoir passer sur des attaques un peu plus, techniques. Donc, une attaque, on va dire, qui se base sur des protocoles un peu obsolètes, Windows, hem, qui servent notamment, en complément du DNS. Et donc il faut savoir que sur Windows, quand on fait une requête, vers un serveur, le serveur DNS est interrogé, donc souvent le DC. Le DC répond à notre requête DNS pour nous dire, le serveur, share 01 par exemple est accessible à l'IP, tant. Cette interrogation du serveur, elle se fait, de manière authentifiée, donc il y a des hashes qui transitent, heu auprès du serveur, DNS. Si jamais le serveur DNS n'est pas en mesure de répondre à notre requête, il faut savoir qu'il y a un autre protocole qui vient prendre le relais, qui est LLMNR et MBTNS, donc qui sont des requêtes en broadcast qui viennent demander à l'ensemble du réseau si quelqu'un connaît la ressource, que le serveur DNS n'a pas été en mesure, de nous répondre. Donc par exemple, si on demande le serveur snare 01 au lieu de share 01, et une requête LLMNR NBTNS va être envoyée, sur le réseau, pour demander la ressource. Et c'est là où nous, en tant qu'attaquants,
on va pouvoir dire que oui, on connaît bien cette ressource, heu et qu'on va pouvoir intercepter entre guillemets des hashes utilisateurs, heu, des hashes utilisateurs, Windows. Donc tout ça c'est bien beau, mais on pourrait se dire: «Oui, mais il faudrait que l'utilisateur tape une URL, interne, qui soit erronée». Et donc pour ça, on a quand même un mécanisme qui est WPAD, donc Web Proxy Auto Discovery. L'idée, c'est que les navigateurs, par défaut, sont configurés pour détecter si un proxy est configuré ou non par l'entreprise. Et pour ça, ils vont venir faire une requête sur le domaine WPAD, heu, wpad.local, je crois, qui généralement n'est pas enregistré par le serveur, DNS. Et donc une requête LLMNR, MBTNS qui est quasiment automatiquement envoyée, pour ce serveur WPAD. Donc nous, on va utiliser un outil qui s'appelle Responder, qui nous permet justement de faire un peu des serveurs justement, donc LMNR, MBTNS, mais également DNS ou d'autres protocoles. L'idée, c'est de se faire passer pour les ressources recherchées. Donc si c'est un share SMB, on va monter un share SMB. Si c'est un serveur HTTPS, on va monter un serveur HTTPS et on va répondre aux requêtes, donc DNS erronées, pour que les clients viennent taper sur notre machine. Donc là, on voit l'attaque, en temps réel. Donc on envoie des réponses, NBTNS, LLMNR et MDNS. Donc c'est les 3 protocoles qui viennent, en complément de DNS et on vient répondre à ces requêtes-là des différents clients et on peut voir dans la partie 2 que des premières requêtes sont effectuées, du coup, à destination de notre machine parce qu'on s'est déclaré en tant que la machine, en question. C'est-à-dire que le wpad.local, on a répondu: «Bah, c'est bien notre machine, tu peux venir nous taper ici». Donc on voit que la requête est effectuée vers notre serveur et on récupère un hash utilisateur, ainsi que le nom du client et l'username. Donc pardon, l'username et l'IP, du client. Donc ces hashes-là, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc ça dépend. Des fois, on peut récupérer des mots de passe en clair directement. Des fois, on récupère des hashes NTLM, des hashes NTLM V1, NTLM V2. Donc pour aller plus loin, je vous ai mis un lien et l'idée, c'est qu'on peut réutiliser ces hashes, pardon, et essayer de les casser, notamment avec Hashcat, Wavejot. Donc casser des haches, c'est revient faire du brute force, sur un compte en local, mais de manière plus rapide et sans limite. Une autre technique qui est intéressante, qui peut vous parler puisque vous êtes pour la plupart en réseau télécom, ça va être l'utilisation de MITM6, donc d'un man in the middle, IPv6. Pas vraiment un man in the middle, mais l'idée c'est de se déclarer en tant que serveur DHCPv6, puis serveur DNS, IPv6 et d'attribuer les adresses IPv6 et un serveur DNS aux machines, en fait. Il se trouve que, IPv6 sur Windows, c'est prioritaire à IPv4 et que par défaut, on va réussir à, enregistrer un serveur DNS auprès des machines, Windows qui n'auraient pas en gros d'IPv6, attribué. Et donc vu qu'on a réussi à enregistrer un serveur DNS auprès de ces machines, il faut savoir que le serveur DNS, bien évidemment, ça sera nous. Et donc on peut cumuler MITM6 avec, notre attaque Responder qu'on a vue précédemment. Donc ça amplifie nos résultats, heu, voilà. C'est à éviter parce que, même si c'est bien configuré, on va venir attribuer des adresses IPv6 aux machines, c'est pas forcément une bonne chose. Concernant le domaine et l'Active Directory, je vais essayer de passer vite. Donc pour ceux qui ne le savent pas ou petit rappel, un Active Directory et un domaine, c'est on va dire ce qui constitue, le cœur de l'entreprise. Ça permet de gérer, des utilisateurs, des ordinateurs, des rôles, voilà, tout un ensemble d'objets, et on va avoir un certain nombre de vulnérabilités liées à cet environnement, notamment la connexion anonyme et connexion authentifiée. Donc connexion anonyme à l'Active Directory, c'est quelque chose qui existe, malheureusement trop souvent. Pour cela, on utilise, Elm for Linux généralement et on va pouvoir lister, bah, l'ensemble de la liste des utilisateurs. Là, on voit tout en bas mon utilisateur. On va pouvoir lister, les partages, pouvoir lister, la politique de mot de passe. Juste avec un compte, utilisateur, vide. Donc ça, malheureusement, c'est présent sur encore beaucoup de clients. Après, on va pouvoir tester une fois qu'on a la liste d'utilisateurs, bah, utilisateur égale mot de passe. Donc pour ça, on peut utiliser, l'outil graph-map-exec, donc CME. Donc là, on va utiliser, ça pour récupérer la politique de mot de passe dans un premier temps. Donc passPol, c'est l'argument de graph-map-exec. Donc chaque point de la politique de mot de passe peut constituer une vulnérabilité, donc savoir, est-ce que, il y a bien un blocage des comptes? Est-ce que la complexité,
est activée? Est-ce que la taille minimale est suffisante? Et voilà, et donc le fameux brute force, là, on va pouvoir utiliser crowd map exec. Donc si on n'a pas de blocage de compte, on va pouvoir faire, un produit d'utilisateur avec, une liste de mots de passe. Si on a du blocage de compte, là, on va se limiter avec des mots de passe vides ou avoir des mots de passe qui correspondent au nom d'utilisateur ou alors des mots de passe par défaut, qu'on aurait pu identifier. Une fois qu'on a un compte utilisateur valide, on peut énumérer l'ensemble des données de l'AD avec une for Linux, Windows Search ou Blue dans Python. Blue dans Python, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de générer des graphes, de compromission ou au moins de mapper le réseau d'un point de vue graphe, notamment de savoir qu'un utilisateur peut faire du RDP sur une machine, que la machine contient, potentiellement les hashes d'un administrateur, réseau. Enfin voilà, Blue dans Python qui est assez intéressant. Vérification des descriptions utilisateurs, pour savoir que dans les descriptions utilisateurs en entreprise, on retrouve souvent des mots de passe, hem, dans ces descriptions. Donc là, c'est un extrait un peu modifié que j'ai effectué. Heu et donc bah, dans ces mots de passe-là, on n'est pas à l'abri de tomber sur un utilisateur, valide, voire, sur un utilisateur qui serait, admin du domaine. Je vais passer sur la vérification des versions de serveur et vérification des groupes et cetera. C'est juste de la vérification de configuration de l'AD au final. On va passer sur le Kerberos Hosting, rapidement. L'Active Directory, c'est par exemple Windows Server. Alors oui, Windows Server, alors Active Directory, c'est un Windows Server, et l'idée, c'est surtout de cibler ceux qui ont le rôle domaine controller. C'est-à-dire ceux qui, vont gérer les identités, vont gérer, heu, les parcs, de ressources, notamment les ordinateurs, donc l'AD, Windows Server AD, c'est assez correct. Donc je vais passer à une dernière attaque qui est le Kerberos Hosting, qui est une attaque un peu particulière. Alors il faut savoir que, dans un environnement Active Directory, on peut configurer des comptes comme étant des comptes de service ou SPN. Bon, ont la particularité, d'être un peu plus exposés que les autres comptes puisqu'on peut obtenir un ticket pour ces comptes-là, heu, qui contient plutôt leur hash, utilisateur. Je m'explique, leur exposition permet de récupérer, un ticket donc, d'utilisation. Voilà, c'est un mécanisme de fonctionnement qui est tout à fait normal, mais il se trouve que ce ticket contient leur mot de passe, de manière hachée. Donc vous l'aurez compris, une fois qu'on est en mesure de récupérer un ticket avec, le hash de ces utilisateurs-là, on est potentiellement en mesure de brute forcer, ces tickets-là. Donc l'idée, ça va être d'essayer de casser ça et de voir si on n'a pas, parmi ces comptes-là, des comptes qui seraient, administrateurs du domaine, si on a réussi à les casser. Il se trouve que pour les comptes qui seraient, configurés comme, SPN, compte de service, on préconise du coup une politique de mot de passe qui est plus forte et c'est aussi quelque chose qu'on va venir, vérifier. Donc pour ça, on utilise hashcat ou jump, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc là, c'est les différents types de hash qu'on va être amené à rencontrer en audit interne. Et donc bon là, j'ai mis Rockyu, mais bien évidemment, selon, de chaque entreprise, on va avoir des outils plus ou moins adaptés. Je sais que chez Synactive, ils ont Crackosaurus qui est vraiment pas dégueu, qui est propre. Il va y avoir plusieurs types de wordlists qui existent. On va avoir les masques, et cetera. Donc en fonction des ressources, des cartes graphiques qu'on a, on adapte en fonction également du nombre de hashes qu'on a trouvé. Ça, c'était pour la partie Active Directory et ensuite on va pouvoir passer du coup, au service d'une façon plus générique. Donc on va faire un scan réseau pour essayer d'identifier des plages, d'IP, mais on peut se baser sur ce qu'on avait déjà trouvé avec NetDiscover. On peut interroger le serveur DNS de l'AD aussi, avec, ADI DNS Dump, qui est un outil qui permet d'interroger l'AD tout simplement, qui va nous renvoyer un ensemble de machines et leur adresse IP. Et enfin, on peut commencer à utiliser Nmap, Scan ou Zmap. Là, ça va être un peu différent de l'externe parce qu'effectivement, on se retrouve dans un environnement qui est beaucoup plus large, et donc il va falloir adapter. On va pas scaler l'ensemble des ports, ni même les 1000 ports à utiliser parce que ce serait beaucoup trop long. Va falloir aussi penser à exclure certaines ranges d'adresses IP qui pourraient être sensibles. Je pense par exemple, je rappelle les automates et qui pourraient, tout simplement tomber avec un simple ping, donc voilà. L'idée c'est de prendre Mascan qui va nous envoyer, potentiellement plus de faux positifs ou Ruscan également, enfin voilà. Et de cibler un nombre de ports, limité. Là, on va prendre des ports communs sur un environnement interne
Et on va spécifier, les ranges d'IP qu'on a identifiés. L'idée, c'est de valider les ranges IP, hem et de vérifier si elles sont valides et ensuite, au cas par cas, on pourra relancer un nmap au besoin. Donc une fois le scan, réseau effectué, donc bah, là, encore une fois, on fait les tests par service comme on a pu voir sur la partie externe. Donc on va retrouver énormément de partage de fichiers SMB en bas, c'est quasiment par défaut sur Windows. Donc certains vont être disponibles, de façon anonyme, d'autres vont être authentifiés, mais un compte utilisateur lambda peut permettre d'accéder à des ressources qui devraient être accessibles uniquement par des administrateurs. Donc là aussi, on va vérifier le cloisonnement. Là, je vous ai mis un ensemble de requêtes, pardon, de commandes utilisables. SMB Map, c'est un outil qui est pertinent pour mapper les partages SMB. Vous avez un exemple ici. Donc, on lui donne un host et il va venir, lister l'ensemble des partages, leur contenu, et cetera. Et on peut l'utiliser bien sûr SMB Map sur un range d'adresse IP, sans souci. Dans les vulnérabilités communes liées au partage de fichiers, on a un partage qui s'appelle sysvol, qui est utilisé pour stocker entre autres les GPO. Donc, les GPO, ça va être, hem, tout ce qui est procédure d'installation, de mise à jour, de déploiement, voilà, c'est un partage utilisé par l'administration, pour la gestion du parc informatique, pour résumer. Et il se trouve que dans ce partage sysvol, il fut un temps, heu et c'est encore le cas pour certaines choses, on pouvait retrouver des comptes, administrateurs, de domaine, hard-codés directement dans ce partage de fichiers-là, sachant que le partage de fichiers est accessible à l'ensemble des utilisateurs, authentifiés. Donc là, c'est l'exemple d'un fichier XML qui contient, justement un compte, administrateur de domaine avec le mot de passe, donc stocké de manière réversible, heu et donc qu'on peut récupérer, facilement. Il faut savoir que on a déjà, chez Neji compromis des domaines avec cette technique-là. Quand je dis compromettre un domaine, c'est récupérer un compte, domaine admin. Heu, Metasploit, il propose un module, SMB enum-gpp qui permet directement de faire ça, d'inspecter le partage sysvol, donc les fichiers XML et de vérifier, déchiffrer à la volée, heu, les mots de passe. Donc voilà, un moyen de compromission. Sinon pour lister l'ensemble des partages SMB, vous avez également, grapmapexec, qui est un outil que je vous ai déjà présenté. Et sinon, si vous voulez monter un partage, SMB sur votre, Linux, c'est aussi possible avec, la commande mount. Donc là, je vous ai mis un exemple de commande pour monter le partage. Ça peut être pertinent si on veut faire une investigation, sur les fichiers sur les fichiers directement. Donc ensuite, en fonction des services, bah, là, on va réessayer, bah, mot de passe faible, mot de passe par défaut, les scans de vulnérabilité, spécifiques. Et compte tenu de la durée de l'audit et de la taille du périmètre, bah, on va s'adapter en fait, bah, au périmètre. C'est-à-dire qu'on va pas faire les tentatives d'injection SQL sur une application web, si on se rend compte qu'il y a 300 applications. On va se contenter de faire un nucléi. Ce Par exemple, nous, ce qui nous arrive des fois, c'est de faire un nucléi uniquement sur les vulnérabilités critiques. Parce que sinon, faire le test sur l'ensemble des vulnérabilités, ça serait trop pardon, sur l'ensemble des vulnes, sur l'ensemble des applications, ça prendrait trop de temps.